brossant la situation à l'Est, Kaba Yéyégué vous dira que c'est très beau. Mais Issa Chiroma, lui, au moins, a reconnu que cette région qui pourtant a un sous-sol riche de matières premières, et vous le savez déjà, de l'or, du diamant et de tous les minéraux rares, est aussi l'une des zones les plus enclavées. Et pourtant, c'est la région de Chantal Biya. C'est là où elle est née. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Vous allez voir les Baboké, qui eux, ils ont des bâtisses, ils ont des palais royaux. Oui, un seul type comme Baboké. Peut-être celui qui peut seulement lui arriver au niveau de la chérie. C'est le roi des Émirats arabes. Parce qu'il est au-dessus de tous les chefs d'État européens, disons même occidentaux, au niveau de la richesse, au niveau des biens tels que les véhicules. Mais il n'y a pas de route pour arriver chez lui. Il s'en fout, puisqu'il peut commander les Hummer, les voitures de guerre. Mais les autres, ils sont pratiquement à terre. Et cette misère fait de telle sorte que, lorsque l'élection présidentielle approche, qu'est-ce que le régime Biya fait? Sachant qu'il n'a pas un bilan, il commence donc à agiter toujours le même chiffon du tribalisme. Le tribalisme devient donc ce qu'on peut appeler le sujet de campagne. Et dans ce sujet de campagne, immédiatement, on va trouver les boucs émissaires. Ceux qui sont des gens dangereux pour l'unité nationale. C'est eux qui veulent l'instabilité du pays. C'est eux qui veulent vendre le pays. C'est eux qui sont des ennemis et des haineux. C'est eux qui font tout pour que le Cameroun n'avance pas. Bien sûr que vous connaissez déjà de quoi je veux parler. Parce que depuis un certain temps, nous sommes arrivés dans un autre high level où on parle, on a même déjà créé le néologisme. Après la camptophobie, c'est maintenant la bamiphobie. On a d'ailleurs pu voir que même les chaînes internationales s'intéressent déjà à ce qui se passe dans notre pays concernant justement l'exclusion de Maurice Kamto. Le professeur Achille Mbembe a fait une sortie. Puis, l'artiste Caresse Fosso a repris cela, où elle explique que, justement, dans leur région, que ce soit le père ou la mère, les frères, les cousins, lorsque vous voulez revendiquer, on vous dit, tu la boucles. Parce que critiquer, revendiquer, ça entraîne des problèmes, surtout si on est bamiliqué. Et du coup, la toile s'est enflammée. Je vois des gens maintenant se lancer des mots orduriers, prêts à s'entretuer. Mais en réalité, est-ce que ce problème n'existe pas? En France, avant chaque élection présidentielle, bien évidemment, beaucoup le rappellent aujourd'hui. Et il y a toujours le Front National qui vient avec le problème de l'identité nationale, qui vient avec le problème des étrangers qui sont en train de ruiner la France. Rentrez chez vous, faites ceci. Le Front National qui vient toujours avec le problème de l'immigration. On en fait des débats depuis que Jean-Marie Le Pen a créé ce parti. Sa fille est venue, a même changé de nom. Et même ça, c'est presque la même idéologie. Le Cameroun va-t-il devenir un pays avec une nouvelle idéologie? La bamiphobie ou bien parce que la camptophobie ne pourrait pas durer très longtemps, mais on se rend quand même compte que cette bamiphobie-là vient aussi de l'héritage colonial.
depuis que la France s'était installée au Cameroun, a mené une guerre dure, rude, bestiale, barbare, inéquitable, avec des armes létales, des armes même non conventionnelles, contre, en majorité, le peuple bamileke. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même vient de reconnaître cela, puisque ce sont les chercheurs français qui sont arrivés à cette conclusion-là. Combien sont-ils morts? Certainement nombreux. On ne va pas revenir sur l'histoire. Mais ce qui se passe réellement, c'est que les pouvoirs publics n'ont jamais voulu endiguer ce problème, n'ont jamais voulu laisser cela, bien au contraire. Ce sont plutôt les responsables. Veuillez vous excuser. Bien au contraire, ce sont donc des responsables qui font toujours cet effort de revenir et de remettre sur table cette histoire des Bamileke. Mesdames et messieurs, puisque c'est donc le sujet d'actualité, et puisque le RDPC ne fait qu'agiter cela, et présenter les autres comme étant des coupables, en réalité, quand on voit, il faut savoir que le poisson pourrit toujours par la tête. Y a-t-il un problème bamileke au Cameroun? Avant de vous faire écouter certains témoignages, je voudrais donc juste essayer de lire pour vous, de vous conduire à ça, à ces remarques de ce que les autres ont écrit. Je vais prendre d'abord un texte de, je crois, Maître Assira, avant d'aller chez Georges Dogeli. Voici ce que Maître Claude Assira écrit. Peut-on, pour nier l'existence d'un problème bamileke au Cameroun, exiger une étude statistique préalable? En 1999 en France, Madame Calixte Beyala m'a choisi pour être à ses côtés dans le cadre d'un mouvement, le collectif Égalité. Obtenir une représentativité, visibilité et audibilité égalitaire des Noirs dans l'espace et les programmes audiovisuels français. Le constat était que les Noirs représentaient un pourcentage incontestable de la vie quotidienne. Ils participaient à la vie économique comme opérateurs ou consommateurs. Ils étaient justiciables et contribuables, mais comme par hasard, aucun programme spécifique ne les représentait. Et pire encore, il n'y en avait sur aucune des antennes des grands groupes des médias, alors qu'ils étaient souvent brillants élèves dans la plupart des écoles de journalisme. Pourquoi ne les voyait-on pas alors? On a écrit à Chirac, président, Jospin, premier ministre, Aubry, ministre du Travail et de l'Emploi, et Hervé Bouge, alors président du conseil d'administration, président du CSA. La réponse qui revenait à quelques nuances près des politiques était que la France est une et indivisible. Ce n'est pas ça qu'on entend au Cameroun. On continue. Elle ne connaît pas les catégories fondées sur l'appartenance tribale ou raciale. C'est un peu la même réponse. Donne tout ce qui nie l'existence d'un problème institutionnel fondé sur la crainte de l'homme de l'Ouest. Cette réponse, c'est la politique de l'Autriche, la méthode Coué. On se cache la face
pour éviter de voir la réalité. Ce que je veux comprendre, quand on a des valeurs de fraternité qui constituent le prisme par lequel on a de bonne foi, la perception de notre environnement, mais cela peut être un peu ingénieux. Et c'est surtout la meilleure façon pour nos dirigeants de fuir un problème réel. Car, qu'on se le dise, il existe un problème bamileke au Cameroun. Héritage de la colonisation qui ne souffrait pas de la contestation née et persistante dans cette zone, plus que partout ailleurs. Et notre administration post-indépendance, étant elle-même un prolongement de son modèle colonial, a conservé le même mode de fonctionnement, la même philosophie d'action et la même méfiance. Bien évidemment, cela n'est inscrit nulle part dans aucun texte de la République, mais pourtant, cela a forgé et continue à forger la conscience et l'inconscient individuel et collectif de toutes les générations de Camerounais depuis tellement longtemps qu'on ne cherche même pas à savoir pourquoi ni comment. Tous les clichés liés à chaque tribu que tentent à l'envie de mettre en exergue les partisans du déni sont réels. Mais non seulement ils relèvent plutôt de la gaudriole, mais n'ont jamais eu le même caractère rédhibitoire que la défense qu'on a à tort pour l'homme de l'Ouest, que la défiance qu'on a à tort pour l'homme de l'Ouest. Ainsi, malgré la folie supposée des Étons, la légèreté alléguée des mœurs des Fibourou, le style villageois présumé des Bamenda, la superficialité et la paresse proverbiale des Sawa, personne ne vous reprochera jamais de vous être associé à l'un d'elles par le mariage, les affaires, les projets politiques ou autres. Alors que s'il s'agit d'un originaire de l'Ouest camerounais, vous êtes tout de suite mis en garde, voire stigmatisé. J'ai assisté une consoeur, avocate, militante. Je disais que une consoeur avocate militante dans le cadre de la crise post-électorale. Malgré la légitimité de son combat, qui devait amplifier l'injustice de son arrestation et de sa privation de liberté, malgré les douleurs subies dans sa chair à la suite de balles reçues, elle n'a pas su trouver l'indulgence de nombreux autres confrères, consoeurs, parce qu'elle avait été prise en flagrant délit de s'associer avec ces gens-là. Vous vous rendez compte? Et ce sentiment s'est banalisé et s'est normalisé. Or, en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, ce sont les hommes qui sont les institutions. Barack Obama préconisait d'ailleurs d'inverser le paradigme pour avoir des institutions fortes plutôt que des hommes forts. Mais en attendant, la réalité est tout autre. Une personne qui est imprégnée en elle-même dans les conditions ci-dessus indiquées du sentiment bamiphobe, qui transpire de manière réflexive de ses actes de vie privée, va-t-il se sublimer, se surpasser, se transcender lorsqu'il devient un acteur de la vie publique pour se départir de son mauvais génie de haine, afin d'agir avec objectivité et esprit de fraternité et de la République? Je ne le pense pas. Ne nous cachons donc pas. Ne nous cachons donc pas derrière notre petit doigt en exigeant une étude scientifique préalable, des données chiffrées. Ce sont les mêmes arguments que le président Biya a utilisés naguère pour justifier l'absence de mesures fortes contre la corruption. On sait ce que cela a donné.
Mbembe n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Il n'a fait que dire ce que nous tous, nous percevons. Mais en essayant de nous voiler la face ou en regardant ailleurs. Mbembe n'est pas un dirigeant de ce pays. C'est un alerteur. Ne mettons pas plus que ça de responsabilité sur lui. D'ailleurs, ça ne vous surprend pas que rien ne soit entrepris par nos dirigeants pour avoir une meilleure perception de ce phénomène qui va en s'amplifiant. Quand on est un responsable sérieux et qu'on veut se faire une idée sérieuse d'un phénomène, on fait un sondage. Un paramètre utile permet d'avoir une idée d'un phénomène non quantifiable. C'est l'indice de perception. C'est ainsi qu'on mesure la vie. J'attends les résultats de cette étude. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que le régime Biya est habilité à mettre fin à ça puisque les lois interdisent le tribalisme, interdisent la stigmatisation ethnique. Mais vous avez bien vu le régime Biya agir? Vous voyez Elimbi Loba à la télé, non? Il est invité. Même le CNC n'a jamais reproché quoi que ce soit à une chaîne de télé de faire vomir toutes les insanités à Elimbi Loba. Et du coup, cela devient donc permis, autorisé. Et aujourd'hui, on va arriver à un niveau où les Camerounais se sentent à l'étroit, alors que nous avons dans notre pays 256 ethnies. Mais regardons-nous sérieusement. Beaucoup vont dire que oui, Niam Yifendi, il ne doit pas se plaindre. Il est président du Sénat. Ah, très bien. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Chaque tribu va dire qu'elle n'est pas bien représentée. Et c'est la réalité. Même à l'Ouest, il y a quelqu'un qui a fait cette analyse. Que par exemple, vous allez voir qu'à l'Ouest, le Noun est très grand. Mais combien de ministres sont-ils là-bas? À peine un secrétaire d'État. Combien sont-ils à la présidence? Personne. Combien pour être, comme j'ai dit, dans des grandes ambassades? Personne. Mais par contre, certains vont vous dire, et vous allez voir certaines statistiques, que Biya prend parfois les siens qui sont peu nombreux et leur accorde des postes juteux. La preuve est là, Mvonda Yolo. Il n'est pas diplomate, mais il a été l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Alors que les vrais ambassadeurs sont là, ils sont dans le chômage, ils sont là au ministère des Affaires étrangères, ou plutôt des Relations extérieures. Comment c'est Mvonda Yolo qui est venu à Paris? Comment Mvonda Yolo fait pour devenir finalement directeur du cabinet civil? Posez-vous donc ces questions-là. Et vous allez donc voir que ce n'est pas possible que le neveu de Biya soit ambassadeur à Paris. La plus grande ambassade. Ce n'est pas normal de voir par exemple Motazé, l'autre neveu de Biya, qui n'a pas le profil, qu'il se retrouve là avec l'autre Mwondo, qui gère les lignes 84, qui gère les lignes 65 et tout ça. On vous dit que Motazé n'a pas le profil pour être ministre des Finances. Il y a des spécialistes pour l'économie et ceci et cela. Pourquoi c'est lui qu'on choisit? Et vous ne voulez pas qu'on parle de tribalisme? Vous ne voulez pas que les autres se plaignent? Parce que moi-même aussi,
me plains, non. Parce qu'il y a souvent les gens qui généralisent, oh yo, les écambétis et tout. Moi, je suis bêtis. Il n'y a personne chez moi qui est ministre ou même directeur. Je fais alors comment? Je dois aussi plaider. Et avec raison. Parce que Biya a transformé le Cameroun en ce qu'on peut appeler un enclos familial. Je vous fais faire, écouter, suivre ces témoignages pour que vous compreniez que Biya est le père du tribalisme. Au temps d'Aïdjo, jamais on n'avait connu de telles situations, de telles injustices flagrantes. Jamais on n'avait vu une ethnie être au sommet de tout, ou parfois seulement dans des ambassades. Écoutez ce témoignage, par exemple. Et comme ça, vous allez me dire la suite. Vous allez, comme que vous allez à l'extrême nord, toute la direction des impôts, on parle boulot. Vous allez à la CNPS, à Garoua, tout le monde parle boulot. Et les petits de l'extrême nord, ils vont aller travailler où? Ils vont trouver du travail où? Ils sont obligés de descendre à Douala pour être des gardiens de nuit avec des licences en poche. Voilà. Donc c'est Biya qui cultive ça. Le tribalisme d'État. Oui, c'est lui qui le cultive. Le fait que, écoutez, il n'y a pas longtemps, je faisais des chroniques et un jour, je suis allé voir des amis qui ont été arrêtés. Et quand je suis arrivé à la brigade de gendarmerie ici, à Douala, à l'ancienne gare qui a été rasée, dans le gars qui trouve la porte, il est boulot. Les gars qui font les enquêtes, ils sont boulot. Je le sais parce que je parle leur langue. Tout à fait. Le patron des enquêteurs est boulot. Quand tout le monde me dit que non, on ne peut pas les laisser, aller voir le président, le chef de la brigade. J'arrive chez le chef de la brigade, il est boulot. Et il me dit qu'il ne peut pas les lâcher, il faut que j'aille voir le collégien. Le collégien est boulot. J'ai dit que mais on n'est plus au Cameroun, on est où là? On est où? Ou dans une administration, toute la chaîne, la hiérarchie, c'est les gens d'une même région et qui parlent la langue du président. Donc, qui a fait ça? Ce sont eux. On dit où? Les ambassades d'Amérique et de France ont régulièrement mis dans leur rapport que on a une entrée massive à des postes clés des gens de la région du chef de l'État. Or, le Cameroun n'a jamais été comme ça. Et ça, c'est la première fois que moi je vois ça, que vous entrez dans un bureau de l'administration, tout le monde parle la langue du président. Où sont les Madida? Où sont les Bassa? Où sont les autres? Ce n'est pas normal. Donc, on a ce régime a complètement massacré le vivre ensemble, a massacré la fierté d'appartenance nationale. Quand vous observez les choses qui se passent au pays, le redéploiement du personnel diplomatique, majoritairement d'une région. De sa région, faut préciser ça. C'est pour ça qu'il mon fils, quand on développe des choses comme ça, à l'ENIA, à l'ENAM, majoritairement, on va faire quoi? Dans le temps, l'ENAM, c'était l'excellence. Tout le monde, tous les enfants du Cameroun, quelle que soit leur région, quand ils ont la tête, ils passent leur concours, ils deviennent préfets, tout. Vous allez maintenant dans les coins les plus reculés, les fils de ministres sont sous-préfets, sont ceci. Et vous croyez que quand vous développez ça, vous pensez maintenant que ça, il n'y aura pas de la haine, il n'y aura pas de la résistance contre vous? J'avais parlé un jour d'une brigade de gendarmerie à Bonadjo. Depuis le portier, jusqu'aux enquêteurs, jusqu'au commandant de la brigade. Et quand il n'a pas pu
libérer mes camarades qui étaient passés distribuer des tas de ronds-points. Le commandant de brigade m'a dit, il faut appeler le collision. Il a appelé le collision. Il se trouve que malheureusement, je suis né en pays Boulou. Je suis né en bas. Donc mes parents lisaient la Bible en Boulou. On chantait à l'église en Boulou. Donc j'ai bien intégré la culture de cette région-là. Mais comment vous pouvez mettre dans une brigade? On n'a jamais vu ça du temps d'Aïdjo. Jamais. Toute une brigade, tout le monde parle Boulou. C'est vous qui avez instauré ça. Et pourquoi? Quand j'arrive, bon, le portier, lui, ne savait pas. Mais quand j'arrive voir les enquêteurs, comme toute la République sait que je suis né dans le Sud, ils m'ont tous accueilli dans la langue, ce que je considère aussi comme ma langue maternelle, le Boulou. Et vous faites ça, vous croyez que les gens ne voient pas? Pourquoi le président Biaki, à son arrivée au pouvoir, il a dit, je ne suis pas le président des Boulous, je suis le président du Cameroun. Mais dès qu'il y a eu putsch, les Boulous lui ont dit, tu as vu, tu voulais faire confiance aux hommes, maintenant couche-toi, nous on va gérer. C'est ce que mes frères Boulous ont fait. Et vous croyez que quand je parle de ça, je suis une idiote? Quand vous faites tous les diplomates, toutes les grandes ambassades, ce sont des Boulous et des Ewondo. Les autres sont quoi? Oh, donc je suis là-bas aussi, ma mère. Qui peuvent se présenter valablement dans toutes les grandes ambassades. Alors quand les gens commencent à développer ce langage-là, vous dites que non, c'est la haine, c'est le terrorisme. C'est vrai. Ce qu'elle dit. Et nous avons toujours condamné cela. Mais cependant, la généralité peut nous attraper. Même comme ce n'est pas tous les Boulous qui profitent du régime Biya. C'est une poignée. Ils sont à peu près même 5%. C'est eux qui tournent avec ces richesses-là. Lorsque vous regardez les routes là-bas, les gens sont enclavés. Vous regardez le haut degré de la surpauvreté là-bas. Et comme je dis d'ailleurs, l'université, et même du Sud, n'a jamais même été construite. C'est des enclos un peu parsemés partout là. Mais la réalité est là. C'est que Biya est arrivé au pouvoir. Et la seule chose qu'il a commencé à faire, même dans nos zones reculées, c'était d'injecter le poison du tribalisme. Je ne dis pas que c'est les Boulous qui sont tribalistes, ou les Ewondo, ceci et cela, ou même des Bamileke. C'est le régime Biya. Et qui dit le régime Biya? C'est Biya lui-même. C'est Biya qui a donné instruction à tous ces gens-là d'être des tribalistes, de diviser. Et de dire toujours que non, et tout, il te parle un peu en langue et machin. Les gens vont dire que, comme tu avais dit que, il me faut faire le concours Boulou et tout ça. La réalité est que si vous prenez les statistiques par rapport à la population, par rapport au mérite, vous allez quand même voir que chez les Biya, mais ailleurs, et d'ailleurs je vais vous faire écouter un témoignage. Et ce témoignage est authentique. Parce que, à l'époque, moi je me souviens, on nous a d'abord fait avoir peur des nordistes. C'est-à-dire que j'étais encore tout petit lorsqu'on me disait que non, vous savez, oh les nordistes et tout, s'ils viennent là au pouvoir, ils vont vous castrer, ils vont faire ceci et cela. Et on dit ça à ma propre mère. On dit ça à mon père dit non, moi je ne pense pas que ce sera ça. Mais dans tout le village, tout le monde est au courant que les nordistes vont nous faire ceci. Qu'il ne faut plus jamais accepter. Alors que c'est parce que Biya voulait absolument qu'on oublie Aïdjo. Et c'est comme ça qu'il a fait la purge.
C'est la même chose qui s'est passée avec les Bamileke. Écoutez. Écoutez. Il savait qu'il n'est pas un bâtisseur. Il savait comment on va lui demander les comptes. Écoutez, Je me suis rendu compte de ça plus tard. J'ai caché son visage. Aujourd'hui, chez nous là-bas au centre, je ne vous mens pas, on a déplacé le débat. Les gens ont l'impression que c'est une guerre Bamileke contre Yaoundé aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Les gens ne savent plus qu'il s'agit du Cameroun. Je vous dis qu'il y a des gens aujourd'hui qui reconnaissent que le Cameroun est mal géré, que Paul Biya est absent, mais ils te disent qu'un Bamileke ne sera jamais président. Donc vous voyez la logique, ils préfèrent qu'il y ait la continuité de la misère. Donc les gens sont déjà devenus ennemis de leur propre progrès. Vous pensez que c'est encore la politique sorcière, la haine. Il y a ça que j'ai évité d'évoquer depuis là. La haine que vous voyez au Cameroun, là, c'est ça qui détruit notre pays. Moi, je ne vous mens pas, je me suis séparé de beaucoup de mes cousins. Chaque fois que j'ai un langage, j'ai mon cousin Yaoundé Lafoué, j'ai eu un langage avec lui sur la politique, il n'a aucun élément. Il te dit seulement que quand tu es un pion du système, il dit tu te bats sur quoi pour dire ça. Ah, les savants, on connaît tout. Donc, il divague, il n'entre dans aucun élément précis. Tu comprends qu'il est dominé par la haine. Quand donc vous avez affaire à quelqu'un comme ça, comment tu peux faire changer la vie à celui-là? Parce que tu comprends qu'en fait, ce qui se cache derrière, c'est pour le tribalisme. Vous voyez un peu. Donc c'est ça aujourd'hui. On a réussi à leur faire comprendre que si un Bamileke prend le pouvoir, vous allez souffrir, bien se chercher un métier. Alors qu'ils souffrent déjà. Mais comme ils ne sont pas très intelligents, parce que je vais vous dire un truc, il y a des choses comme le racisme, le tribalisme, il y a des choses, quand tu es attaqué par ça, c'est parce que tu manques d'intelligence. Un homme intelligent ne peut pas être raciste. Tu vois un peu. Regardez même pour ceux qui vivent à l'étranger, vous allez remarquer que les blancs qui ont étudié ne sont pas racistes. Les blancs qui ont fait des grandes études. Parce qu'ils s'en foutent, ce n'est pas le temps de regarder les couleurs de peau. C'est les pauvres blancs, les misérables, là, ceux qui ont meuré à la vie. C'est eux qui ont le temps de regarder que voilà un noir, voilà un blanc, voilà un arabe. Tout à fait. C'est la même chose dans le tribalisme. Quand quelqu'un a un cerveau qui fonctionne, il n'a pas le temps de regarder que c'est un Bamileke, que c'est ceci. Moi, aujourd'hui, je vous dis la vérité, si moi, je suis le peu que je suis aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que j'ai essayé de copier comment les Bamileke faisaient. Je vous dis la vérité. Moi, quand ils montent dans les panels, on dit que je suis Bamileke, personne ne croit que moi je suis un Gaëton. Moi je suis 100% métier, moi je suis de ça, 100%. Mais les gens me disent que je suis un gars Bamileke. Pourquoi? Parce que je ne me comporte pas comme mes frères métiers. Moi, je me vois là, je ne veux pas les dépenser dans l'alcool, je ne veux pas dépenser dans les futilités. Moi, mon argent, je planifie ça, je dois faire mes projets, je dois réaliser si je dois multiplier, je dois faire comme ça. Comment j'ai fait pour apprendre ça? C'est parce que j'ai observé les Bamileke. Moi, j'ai grandi avec, voilà, j'ai vu un gars, il vient de rien, mais il commence à planifier sa vie doucement, doucement. Et après, les gens vont raconter que c'est le femme-là. Mais quand tu regardes bien, tu te dis, si je vis comme ce gars, et j'ai commencé comme il a commencé là, est-ce que je ne peux pas devenir ça? Tu te rends compte en faisant juste certaines petites analyses que c'est faisable. Mais c'est parce qu'on est paresseux, on préfère juste voir que c'est les gens qui aiment les gens pour devenir ce qu'ils sont. Parce que tu sais, le pauvre a quelque chose de particulier, c'est qu'il cherche toujours à justifier sa pauvreté. Il cherche toujours un bouc émissaire. Si je suis pauvre, c'est parce que les autres vendent leurs enfants pour devenir riches. Vous voyez un peu, ça c'est le paresseux qui a ce genre d'attitude. Mais le travailleur ou celui qui veut se développer se dit toujours que si l'autre a pu, moi aussi je peux. Moi, c'est ma conception, c'est ma logique, vous voyez un peu. Mais je vous dis une vérité, mes frères là, du centre là, c'est des vrais paresseux. Mais au Sud, c'est grave, les boulots, c'est grave. C'est grave. Donc, eux, si un oncle ne met pas dans la police, dans ceci, eux, ils attendent seulement que tonton va me faire. Ils sont des bébés à 40 ans. Tu vois, un gars de 40 ans, il parle encore de son oncle. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de logique. Tout pour eux, c'est être dans le gouvernement, les institutions, être à Yaoundé, dans les ministères. Ils n'ont pas rêvé de pouvoir voler de leur propre ailes. Moi, que vous voyez aujourd'hui là, moi, je n'ai pas beaucoup étudié, mais je me suis livré un moment dans ma vie, j'ai dit, je suis un homme, je dois me battre. Je dois me battre, je ne dois pas attendre que le Cameroun va me donner ici, va me faire ça. J'ai commencé à me chercher, moi j'ai fait le petit boulot au Cameroun. Moi, je suis allé à Europe avec mon propre argent. Moi, je suis allé en Europe, personne dans ma famille ne savait. J'ai juste annoncé à mes soeurs qu'elles m'accompagnent à l'aéroport. Que moi, je voyage. Elles ont dit, hey, tu as fait comment? Je dis, moi, je fais le truc seul. Je suis arrivé en Europe, au début, c'était dur. Ma mère vit en France, ça fait depuis 2006, maintenant 19 ans que ma mère vit en France. Moi, ma mère me demandait souvent, tu as besoin de quelque chose, je t'envoie un peu d'argent. Je dis non. Non, parce qu'à mon âge, j'ai honte de demander l'argent encore à ma mère. C'est moi qui dois donner à ma mère. Tout ça, pourquoi j'ai eu cette culture? Parce que je suis toujours resté avec les Bamileke.
Mais les petits, même à 50 ans, je vous dis qu'ils demandent encore à leurs parents. Moi, j'ai mes oncles qui m'appellent pour me donner l'argent. Et il dit qu'il n'a pas mangé la faim. Écoutez les choses. C'est rare de voir ça à l'ouest. Parce que les gens essaient de se respecter. Et c'est ça, aujourd'hui, que les Camerounais ne veulent pas copier le bon exemple. Ils peuvent mettre la haine devant. Voilà un monsieur qui passe à côté, qui devait relever le Cameroun là. Je vous dis que vous voyez la diaspora là. Moi, j'ai suivi le programme de Maurice Kamto. Ça va, c'est dur. Seulement la diaspora, ce que le gars avait prévu pour nous. Je vous dis que quand on parlait de la dette du Cameroun là tout à l'heure là, je vous dis que si c'était Maurice Kamto qui prenait le pouvoir, la dette du Cameroun était réglée par la diaspora à un an. Parce que c'est ce que Maurice Kamto avait proposé. Vous n'imaginez pas combien de milliards de francs CFA pourraient être versés dans la caisse de l'État camerounais. Maurice Kamto avait dit qu'il va créer des fonds qui viennent de la diaspora. Ce sera comme une banque de la diaspora. Chaque Camerounais dans la diaspora qui versera l'argent à l'intérieur, après un an, recevra 10% d'intérêt. Ça veut dire que si je mets 1000 euros, après un an, je garde ça là-bas dans la banque. Là. Quand il dit à Maurice Kamto que je veux mon argent, je reçois 1100 euros. Ça ne souffre de rien. Donc si j'ai 50 000 euros, je reçois 55 000 euros. Donc j'aide mon pays en gagnant l'argent. Et cet argent va permettre de réaliser des projets qui seront à plus lucratif et ça va faire entrer l'argent dans les caisses de l'État, les bénéfices et tout. Donc vous voyez, quand un monsieur pense comme ça, vous savez combien de millions nous sommes dans la diaspora. Seulement la fille qui est au Maryland là-bas, aux États-Unis, qui a fait un salon de plus de 100 millions de dollars. Vous savez combien la fille peut aider. La fille là, mais c'est une fille qui peut avoisiner le milliard de dollars. Si cette fille décide seulement que bon, tout mon pays, je mets 100 millions de dollars, ça fait combien de milliards de francs CFA? On a fait de parler de plus de 50 milliards de francs CFA, près de 60 milliards de francs CFA. Si une fille comme ça met elle sur 60 milliards, il y a combien de Cameroun aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Belgique, au Canada? Vous imaginez? C'est des milliers de milliards, c'est plus du budget du Cameroun qui va être versé en un an. Je vous dis la vérité. Et avec ça, un bâtisseur comme Maurice Kamto, un monsieur qui a été très strict dans sa vie, ce qu'il allait nous construire en un an, on ne devait pas croire. On devait voir les autoroutes avec les barrages. Où seulement l'argent des barrages là devait rembourser tout l'argent de la diaspora là. On devait voir le pays se relever. On devait aller nous mettre le goudron jusqu'au fin fond des villages comme on voit en Occident. Que tu arrives dans un village où il y a 3 maisons, tu trouves la route, mon frère. Tu trouves le goudron. C'est ça le truc, c'est parce que Maurice Kamto, effectivement, il a une vision politique pour le Cameroun. Ces gens-là n'ont pas de vision, ils veulent juste se maintenir au pouvoir pour continuer à piller les caisses de l'État. Et le parrain, tu dis quelque chose, même tu ne sais même pas. Est-ce que tu sais même que dans le programme du RDPC, c'est écrit, il ne faudrait pas qu'après Pobia, il y ait un Camerounais qui pourra changer directement les choses pour montrer l'incapacité de Pobia. Ils veulent en fait que, même si un jour il perd le pouvoir, là, que ce soit un Toto qui est pris ça. Donc tout le monde, il y a les gens disent que même le diable doit d'abord prendre des trucs et tout. Je vous dis la vérité que ces gens-là sont dans la logique là. Ces gens sont donc dans la logique de gâter le pays et non de trouver des solutions. Ceci est d'autant vrai qu'effectivement, lorsque vous demandez à quelqu'un pourquoi tu détestes tel, il ne vous le dira jamais. Il va balbutier, il va manger sa bouche et il va se retrouver à s'énerver contre vous en vous disant tout simplement ou en vous citant un exemple bizarroïde que tout le monde a oublié. De toutes les façons, il cherchera à vous mettre dans sa marmite ou alors dans sa sauce en se disant certainement que c'est de cette façon-là que vous lui donnerez raison. En réalité, le régime Biya a été dans l'incapacité de pouvoir faire quoi que ce soit pour des Camerounais. Le régime Biya a été dans l'incapacité de pouvoir créer des emplois et surtout d'assurer ce qu'on peut dire l'autofinancement, de permettre aux Camerounais eux-mêmes, qu'ils soient de la diaspora ou de partout, de voler de leurs propres ailes. Dès que vous voulez faire quelque chose, ils vont bien évidemment vous dire que vous êtes tout simplement dans telle ou telle société secrète, ou alors c'est eux qui vous proposent d'ailleurs d'y entrer. De toutes les façons, avec ce régime, nous sommes arrivés à ce que l'on appelle la haine, par tous les moyens et partout, parce que personne ne veut voir l'autre réussir et surtout permettre au Cameroun
de se développer. Chacun reste là pour manger sa part. Comment voulez-vous que le Cameroun actuellement, comme venait de parler celui-là, lorsque le pays est sous-développé, s'il y a un accident de route, ça ne choisit pas de tuer tel ou tel. Que vous soyez du RDPC, que vous soyez Boulou, que vous soyez Bamileke, que vous soyez ceci et cela, vous tous, vous allez périr. Donc les gens qui disent là que oh, tel ne viendra jamais au pouvoir. Mais quand vous êtes bloqué dans les embouteillages, vous croyez que les embouteillages là concernent un Bamileke, un Bassa, un Sawa, un anglophone, un francophone. Vous tous, vous subissez. Quand vous allez dans des hôpitaux et qu'il n'y a pas de remède, ou plutôt qu'il n'y a même plus de médecins, et que vous n'avez pas de moyens, on ne va jamais vous demander, est-ce que vous êtes Boulou? Venez vous faire soigner gratuitement. Est-ce que vous êtes de Wondo? Passez gratuitement. Est-ce que vous êtes du RDPC? Allez, on vous opère gratuitement. Non. Vous allez subir les mêmes choses. Lorsque vous arrivez dans le train là, et que le train déraille, on ne va pas, le train lui ne va pas choisir le Boulou, le Bamileke ou le Bassa. Non. Vous tous, vous périssez. Regardez aujourd'hui, il parlait d'une banque. Tous les pays ont fait ça. Dans la diaspora, on va vous dire, lorsqu'on voit les Camerounais manifester, on dit, ah, laissez ça. Ah, ça, c'est les gars américains qui sont là-bas, ils sont des sans-papiers, ils sont même ceci. Mais c'est lui qui est en train de dire ça. Lui, il est en train de mendier encore. On vous a dit une réalité. Que comment quelqu'un, alors que l'homme bêti veut dire la seigneurie, la noblesse, la dignité, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu habites chez tes parents. Tu demandes 20 000 francs à quelqu'un qui est en France, mais tu dis que, oh, il n'y aura jamais un Bamileke au pouvoir. Mais tu demandes 50 000 francs ou 20 000 francs, ou tu vas même encore travailler dans une petite poissonnerie d'un Bamileke en disant, il ne sera jamais au pouvoir. Non. Il faut regarder aujourd'hui qui a détruit le Cameroun. C'est Paul Biya, avec une clique d'individus. Et il a greffé autour de ces individus aussi d'autres tribus, parce que les Nganou Djoumessi, comme j'ai toujours dit, Nganou Djoumessi a toujours volé avec le frère de Paul Biya. Regardez, Nganou Djoumessi est venu nous proposer quoi? Les péages, avant les autoroutes, 14 péages. Où sont ces péages-là? L'argent est sorti. Vous ne voyez pas les péages, vous ne voyez pas les routes. Toutes les routes sont dégradées. On vous dit que les routes nationales du Cameroun, 75% sont dégradées. Donc à peu près seulement 25% peuvent vous permettre de rouler. Quand vous partez vous embourbez là, est-ce que c'est que vous êtes Bamileke, ou vous êtes Bassa, ou vous êtes de telle ou telle tribu? Non. Quand vous partez vous embourbez, que ce soit le véhicule du RDPC, que ce soit le véhicule de l'opposition, du MRC, du FSNC, de l'UNDP, du SDF, du PCRN, vous tous vous êtes embourbés. Vous avez vu Cabral et non? Embourbé. Et lui-même, il commence à faire la vidéo là-bas. Donc, ce n'est donc pas. Alors que certains de son parti disent que, oh, Bamileke, non, jamais. Oh, on a même vu son vice-PCRN, son vice-président. Venez dire qu'on ne peut pas acheter les terrains à tel ou tel endroit. Oh, parce que ces gens-là, il y a ceci, il y a cela. Ils cultivent ça. Regardez seulement un projet. La route Yaoundé-Douala, au Douala-Yaoundé, que vous appelez axe lourd. Est-ce que ça ne vous fait pas honte? Est-ce que ça ne nous fait pas honte que cette autoroute ne soit pas encore achevée? Est-ce que ça ne vous fait pas honte qu'on vous dise que c'est en 43 ans Paul Biya bitumé 60 km d'autoroute? 60.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'aller encore s'endetter à Exim Bank, c'est-à-dire en Chine. 400 milliards pour relancer peut-être 10 km de route. Est-ce que vous êtes content quand vous regardez qu'au Gabon, là, quelqu'un arrive, il fait 1000 km de route. Vous êtes là avec le vieux Paul Biya, vous dites, oh voilà, l'Américain viendra jamais pour... Mais regardez les routes qui mènent chez vous. Regardez les routes qui mènent chez vous. Depuis 43 ans. Regardez les routes de la Côte d'Ivoire. Les routes des autres pays environnants. Mais vous êtes seulement là pour ça. Bien évidemment, je ne dis pas que c'est les Boulous qui sont tribalistes. Je vous ai dit que c'est un tribalisme d'État. C'est Biya qui a inséré ça. C'est Biya qui organise ça. Parce que s'il faut parler de tribalisme, je vous ai toujours dit que je connais des Bamileke qui sont extrêmement tribalistes comme Ngana. J'ai dit celui-là, je l'ai fui parce que une fois j'étais dans sa conférence, j'ai même acheté un de ses livres. Je ne me rendais pas encore compte qu'il était si tribaliste. Mais dès que j'ai suivi ses discours, j'ai dit que non, mais non. J'avais d'ailleurs signalé à certains cadres du MRC que comment vous continuez à être avec celui-ci? Il est très tribaliste et il fait le jeu des autres tribalistes ethno-fascistes que Paul Biya a créés. Il ne défend pas les Bamileke. Bien au contraire, il a l'aise comme ça. Qui est ce tribalisme-là? Et aujourd'hui, on se retrouve dans des guerres fratricides. Où vous allez voir dans l'opposition des Bamileke opposés au Bassa. C'est-à-dire qu'ils sont tous partis du, soi-disant, parti de l'opposition. Hein. C'est-à-dire que le PCRN dit qu'il est parti de l'opposition. Mais vous allez constater qu'au PCRN, on ne bombarde que le MRC. On ne bombarde que l'autre partie de l'opposition. C'est terrible. Vous voyez jusqu'où Biya est allé avec nous, avec cette méchanceté, diviser les Camerounais. Aujourd'hui, on est arrivé à des guerres inutiles. Pourquoi je dis même des guerres honteuses? Parce que hier, qui s'entendait le plus, qui étaient des frères, c'était des Bassa avec des Bamileke dans l'UPC. Le dernier Mohican à tomber, c'était Ernest Ouandé. Ernest Ouandé avait-il eu un problème avec Félix Moumié qui venait du Noun, ou bien avec un Bassa? Parce que je ne peux même pas parler de celui qu'on appelle même l'emblème de l'UPC. Parce que là-bas, il y avait toutes les tribus. Mais les tribus majoritaires et les tribus qui étaient frères, c'était les Bamileke et les Bassa. Jamais vous n'aviez entendu un Bassa à côté de Oumniobe critiquer un Bamileke qui lui aussi était dans la lutte comme lui. Mais aujourd'hui, c'est incroyable parce que ce n'est que ça qui se passe actuellement. Bien plus, une nouvelle chanson vient de sortir où j'ai vu des gens même du RDPC venir nous prouver à la télé que les gens qui dérangent le Cameroun et les plus grands tribalistes de tous les temps, ce sont des Bamileke.